Vraiment, c'était un pays de cocaïne, nos pays. Et nos pays sont en train de se déliter à toute vitesse dans l'Union européenne. On pourra discuter de pourquoi, etc. Voilà, donc voilà ma conclusion. Je vous remercie, puis j'espère que vous avez des questions pour qu'on puisse échanger ensemble. Oui. La plus importante à mes yeux, question d'entrepreneur, de petit comptable. Bien sûr. On fait le Frexit, combien ça nous coûte? Est-ce qu'on a les moyens de se le payer? Est-ce qu'on revient aux années 50 de Gaulle, avec la pauvreté de la France d'après-guerre? Comment on s'en sort? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, oui. Y compris au RN et chez Zemmour, qui nous explique qu'on n'a pas les moyens de faire le Frexit, on ne peut pas quitter l'euro. Ils sont plus patriotes, en fait. Hein, ouais. J'entends bien, mais surtout, les pauvres, il ne faut surtout pas forcer du collier, restons dans cette boue, ouais. Parce que sinon on ne s'en sort pas. Est-ce que nous, je vois qu'on est d'un certain âge, ouais. On peut espérer que si on met un coup de collier, donc on s'appauvrit bien sûr. 20 ans, dans 20 ans, nos enfants... Ah non, mais ça va être tout de suite, ça va être immédiat. Première chose, contribution nette à l'Union européenne, 15 milliards d'euros. Donc ça saute. La France paye 15 milliards d'euros par an, en plus de ce qu'elle reçoit. Voilà, on reçoit la PAC, et 2-3 petites choses, et on paye 15 milliards d'euros net. Ça nous coûte 15 milliards net. Donc déjà, jolie économie. Ça nous évitera aussi, on pourra gérer les flux d'immigration. Parce que les flux d'immigration, vous comprenez bien, il y a différentes évaluations, mais ça coûte quand même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Hein. Je veux dire, moi, je ne jette pas la pierre sur les personnes. Je ne m'attaque absolument pas aux personnes. Vous voyez très bien qui vient livrer chez vous dans les métiers les plus pénibles. Très souvent, ce sont des immigrés qui viennent faire ces métiers pénibles. Et en fait, ils sont exploités. Et comme on ramène d'autres immigrés, celui qui commence à être installé, qui veut un salaire un peu correct, on l'exploite encore plus. Donc c'est un système pourri, quoi, très clairement. Donc, en fait... Là, on va économiser de l'argent aussi sur les flux d'immigration. On va les économiser sur le travail détaché. Il y a plus de 500 000 travailleurs détachés en France qui ne payent pas les cotisations sociales en France. Alors que vous les payez. Tout ça, moi, j'avais fait pour Marine Le Pen un programme d'économie sans larmes. C'était 70 milliards d'euros d'économie sans larmes. Et je vais vous dire, si on sort, on va aller immédiatement mieux. Et puis, il va y avoir une joie de vivre parce qu'on va être libre. Parce que le pays, il est attaché. C'est un pays qu'on abat et qui est attaché. Et en plus, ces enfoirés de Zemmour et RN, ils disent « Oui, mais on n'a pas le choix on ne peut pas vous détacher. » Ils sont plus pour la liberté, ces gens-là, vous comprenez? Ils sont en train de dire « Le pays est trop faible. » Donc, ils sont antipatriotes, le pays est trop faible. Mais c'est... Je vais vous dire, quand vous connaissez l'économie, le pays, en 1945, tout est détruit. Les usines ont été piquées, d'ailleurs, pour être balancées en Allemagne, très souvent. Tout est détruit. Les bombardements américains, la guerre, tout ça. La dette sur PIB, c'est 190% du PIB. À ce moment-là, ils disent, De Gaulle, il réfléchit, j'ai lu les mémoires de guerre de De Gaulle, je vois très bien. Mendès France lui dit, il faut faire de l'austérité. De Gaulle, il dit non, on ne peut pas faire de l'austérité, etc. Il y a un peu d'inflation, mais on va relancer. Dette sur PIB, la dette pratiquement deux fois le PIB. Et bien à ce moment-là, il relance. Il arrive à créer en même temps la sécurité sociale, l'école publique, etc. Je vais vous dire, le problème, après on pourra en discuter. Le problème, si vous voulez, mais bon, là je simplifie, mais qu'il y a une caste au-dessus, et pas vous, petit entrepreneur. Mais si vous voulez, par exemple, les dividendes, quand on baisse les impôts sur les dividendes, j'en suis ravi pour vous. Si vous en avez, vous les payez moins. Et l'impôt sur les bénéfices. Mais en fait, ça profite à, attendez, de tête, 3000 familles ont 65% des dividendes en France. Vous voyez ? Donc en fait, ça profite principalement, je dis pas, je simplifie pas. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont ravis qu'il y ait du chômage pour que les résultats nets augmentent. Moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Sortir du capitalisme du désastre », pas du capitalisme. Je peux vous dire, c'est incroyable le niveau des dividendes, mais pas chez vous, hein, mais chez les grosses boîtes, comment ils ont explosé. Regardez, Wall Street, vous savez combien ça a fait depuis 1980 ? Fois 30. Et bien ça, l'immigration a aidé, parce que ça met une pression à la baisse sur les salaires et ça fait augmenter pour les boîtes qui sont rentables. Voilà, donc tout est construit pour ces gens-là. D'ailleurs, comme par hasard, ils ont acheté des télés. Hein. Comme ça, vous ne pouvez plus... En fait, c'est eux qui distribuent, qui nomment les journalistes, les directeurs de rédaction, et c'est eux qui distribuent la bonne parole. Les souverainistes, ils sont pas dans les télés. Vous n'avez pas le droit d'aller à la télé. Quand vous dites, moi je défends la souveraineté nationale, on dit dehors, monsieur, quoi. Direct, hein. Direct. Et quand Marine Le Pen, vous voyez comment ils sont vicieux. Quand Marine Le Pen défendait la souveraineté nationale, qu'elle était patriote jusqu'en 2017, eh bien à ce moment-là, les télés étaient fermées. On avait 1 ou 2 passages par semaine dans des petites télés. Maintenant qu'elle ne le défend plus, elle est bien présentée. Elle est quelqu'un de bien, et en fait, elle a des passages tout le temps, dans toutes les émissions, et des grosses émissions. Donc vous voyez, derrière, il y a le système politique, mais il y a aussi le système médiatique qui est encore plus dangereux, qui est la seconde peau du système. En tout cas, on a les moyens, immédiatement, ça irait mieux. Immédiatement, on pourrait reconstruire des trucs.
Je vais vous donner une idée. Là, par exemple, parce qu'on a des gens qui sont d'une incompétence au pouvoir et surtout d'une lâcheté qui est insondable. On a Airbus qui est quand même un joyau en France. Hein. C'est première boîte aéronautique mondiale sur les avions, sur les hélicoptères, ça cartonne. Mais il y a un risque, c'est le risque chinois derrière. Le risque chinois, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir l'avion hydrogène. Le GIFAS et Airbus disent en 10 ans, on est capable de le faire. Donc il faut que l'État français aide à fond Airbus et structure les aéroports français pour déjà que les avions en France volent à l'hydrogène. Vous voyez, pas au kérosène. On est capable de produire cet hydrogène au même prix que le kérosène, à peu de choses près, d'avoir des avions hydrogène dans 10 ans. Il faut installer tout ça pour être le premier à avoir les avions, vous voyez, à hydrogène. Une fois qu'ils seront en France, sur les vols français, on les mettra sur les vols européens. On dira à nos amis européens et allemands, attendez, vous n'allez pas rester aux avions à kérosène et pourrir la planète. Vous allez quand même prendre les avions hydrogène français, et d'ailleurs franco-allemands. Donc vous pouvez lancer tous ces projets. Alors que là, ce qui vous tue, c'est le marché européen de l'électricité. Vous savez quand même que l'électricité est produite à 6 centimes par kilowattheure en France. On la paye 23 centimes le kilowattheure maintenant. Avant, on la payait 12. Hein. Maintenant, on la paye 23. Il n'y a rien qui a changé. Vous, les entrepreneurs, mais c'est de la folie. Moi, je vois mon boucher, il me dit, qui marche très bien, à Saint-Rémy-de-Provence. Le type est très sympathique, il marche bien. Il me dit, ouais, je fais passer un type parce qu'il faut que j'économise l'électricité, je m'en sors plus avec la hausse des prix. Je ne sais pas, il paye 30 centimes. 6 centimes, 30 centimes. Vous sortez du marché européen de l'électricité, on met l'électricité à 13 centimes, tout le monde s'en sort. Sauf les parasites. Voilà, sauf tous les parasites qui se sont mis dans ces trucs-là. Donc ouais, on va s'en sortir, et là, ça ira mieux. Si vous voulez, c'est ce truc qu'on n'arrive pas à sortir, ce monstre. Et moi, j'en veux énormément. Je vais vous dire, je défendais la souveraineté nationale, je la défends toujours. J'étais chez Marine, quand elle a annoncé, je ne la défends plus. Je suis resté 1 ou 2 mois, quand j'ai vu que c'était fini, je suis parti. Parce que vous mentez aux Français, mais sur tous les sujets, quoi. Elle ne pourra rien faire, elle ne fera pas mieux que Mélodie. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais il y a plein de trucs à dire. Quelle est la réalité avec le Brexit? On entend beaucoup, c'est catastrophique, ils ne s'en sortent pas. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Sur l'économie, je vais vous dire, je vais être totalement sincère avec vous. Alors que j'étais pro-Brexit, ils ont, franchement, sur l'économie, ils s'en sortent un peu mieux que nous. D'ailleurs, les derniers articles, c'est un peu mieux que nous, les chiffres économiques. Mais franchement, ils ne font pas des étincelles parce que déjà, ils ont fait le Covid, la même connerie qu'en France, en confinant tout le monde. Ensuite, il y a la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie chers, donc ils ont fait toutes les mêmes conneries. Et franchement, ils n'ont rien fait. Les conservateurs anglais en ont rien fait du Brexit. Ils peuvent faire plein de trucs, ils ont fait peu de choses. Donc ça se passe plutôt correctement sur l'économie, mais ils n'en ont pas fait un truc pour accélérer. Rien. Donc du coup, il y a des élections législatives qui arrivent, fin de l'année ou l'année prochaine, ils vont se prendre une raclée, ils vont faire 20%. Ils vont plonger, quoi. Complètement plonger, parce qu'ils ont déçu. Et alors sur l'immigration, ils se sont foutus du monde, parce qu'ils ont fait le Brexit en disant, avec le Brexit, on peut reprendre donc les moyens pour arrêter les flux d'immigration. Ils n'ont rien fait. Et ils ont fait alors Boris Johnson, au début, a fait un peu des trucs, mais à la fin, ils n'ont rien fait. Et donc il y a encore plus d'immigrés en Angleterre qu'avant. Parce qu'en fait, le type, ils en ont rien à foutre. En fait, le type qu'ils ont nommé, c'est Rishi Sunak, immigrationniste, milliardaire, d'origine indienne, avec sa femme indienne d'ailleurs qui ne paye pas ses impôts là-bas. Le mec a fait la City et il veut de l'immigration. Donc il enfume les gens. Je vais vous montrer comment il les enfume, c'est vraiment des enfoirés. En fait, il a fait son histoire, vous l'avez vu, au Rwanda. Donc les clandestins seront envoyés en Rwanda. Déjà, les clandestins, c'est un quart d'immigration. Hein, donc il y a les 3 quarts à traiter. Et en fait, il n'est pas sorti de la CEDH. Alors que l'Angleterre peut sortir de la CEDH, mais du jour au lendemain. Voilà. Eh bien, il n'est pas sorti. Donc, qu'est-ce que lui a dit la Cour? Ça fait 2 ans que ça traîne. Ben non, vous ne pouvez pas le faire parce que la CEDH l'interdit. Ouais, mais c'était plié d'avance. Ils se moquent de vous, vous voyez. Ils se moquent des Anglais. Ils leur font croire qu'ils veulent faire un truc, mais en même temps, ils restent dans la CEDH pour empêcher de le faire. Donc c'est vraiment minable, quoi. C'était fait pour échouer? Oui. Ah, c'était fait pour... Le truc avec le Rwanda, c'est fait pour échouer. Non, je veux dire le Brexit. Ah non, le Brexit, non, c'était vrai. En fait, c'est Farage qui a forcé... Si vous vous rappelez, Farage... En fait, le peuple anglais, on ne pouvait plus immigration, normes européennes, loi européenne supérieure aux lois anglaises. C'était un problème majeur pour eux, ces 3 points. Donc Farage a mis la pression. Alors on n'est pas dans la même logique en Angleterre qu'en France. Et en fait, au bout d'un moment, le parti conservateur, comme les Anglais, il y avait l'avertissement. Farage montait de plus en plus. Et le parti conservateur a été obligé de lâcher le référendum. Il ne pouvait pas faire autrement, sinon tous les Anglais allaient voter pour Farage, les conservateurs. Donc les conservateurs étaient pliés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le Brexit, ils ont fait le référendum, ils n'ont rien obtenu par l'Union européenne dans la négociation. Et le référendum, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a des gens
de droite pour l'immigration, mais aussi beaucoup de gens de gauche, des socialistes, des banlieues rouges, en fait pas des banlieues rouges, des villes rouges, de l'Angleterre rouge, Manchester, etc., qui ont voté pour eux parce qu'ils voulaient, on leur avait promis moins de concurrence, des meilleurs salaires, moins de pression par l'immigration. Il ne faut jamais oublier un truc, hein, l'immigration, ça écrase les salaires. Georges Marchais était contre les flux d'immigration pour ça. Mitterrand disait qu'il fallait renvoyer les clandestins. Maintenant, envoyer les clandestins, c'est un facho. Vous voyez, donc, avant Mitterrand, il avait le droit, mais si c'est vous qui vous le dites, vous êtes un facho. Juste, par contre, Boris Johnson a quand même vécu aussi un espèce de... un coup d'État. Ils ont tout fait pour le faire tomber parce que c'était lui qui défendait véritablement. Exactement. Le Brexit, hein. C'était Boris Johnson qui l'a fait. D'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils amènent Boris Johnson? C'est-à-dire que les Anglais, là, ils ont eu vraiment du courage, le peuple anglais. C'est-à-dire qu'au moment où il y a Theresa May qui veut essayer de faire rater le Brexit, vous voyez, dans la période intérimaire, en fait, il y a les élections européennes qui arrivent, et là, les Anglais, ils votent à 39% pour Farage. Et le Parti conservateur fait son plus mauvais score qu'il a jamais fait, il fait 9%. Donc là, les conservateurs ont compris que s'ils ne faisaient pas le Brexit tout de suite, le peuple anglais allait les détruire aux prochaines élections et pour longtemps. Donc ils ont nommé Johnson, qui était très malin, qui a fait le Brexit. Tout le problème, c'est quand on s'appelle Boris Johnson, qu'on a toute la presse à dos, qu'on a fait le Brexit et donc tous les progressistes à dos, hein, entre guillemets, dans ce cas-là, vous faites gaffe à ne pas faire des conneries. Or, il a fait toutes les conneries. Voilà. Je veux dire, il a fait toutes les conneries, il a fait les fêtes du Covid en faisant le confinement. Enfin voilà, mais c'est pas... Enfin, non mais... Franchement, je vais vous dire, moi par exemple, j'étais assistant parlementaire de marine. C'est comme ça que j'ai été payé. Mais je vais vous dire, mon truc était nickel, quoi. Tout était tenu nickel. Moi, déjà, j'étais à Bruxelles. Donc, je ne voulais pas être à Bruxelles. Je payais plus d'impôts en étant à Paris, parce que mes enfants étaient à Paris. Donc déjà, j'étais mort sinon. Donc j'étais à Paris avec elle, et je partais en voyage à Bruxelles avec elle. Mais j'avais tous les fichiers, j'allais à toutes les sessions, etc. Même pendant la campagne des présidentielles. Quand vous êtes la cible, parce que le système vous juge dangereux, aucune erreur possible, quoi. Il faut être hyper propre. Ça, c'est une évidence, quoi. Donc, malheureusement, Johnson, il a été léger là-dessus, quoi. Hein, franchement. Et alors qu'il est très bon, mais là, il a été très léger. Et après, par contre, moi, je voulais demander, parce que si quand on fait le Frexit, comment est-ce qu'on va faire pour faire plier idéologiquement les juges? Parce que le problème, on sait qu'en France... Les juges, lesquels? Les juges qui devront appliquer les lois de renvoi. Ah bah déjà, si la loi, ils n'ont pas le droit de ne pas appliquer la loi. Mais vous avez raison, c'est un bon problème. Idéologiquement, ils sont totalement dans ces situations. Alors, il y a un mec qui est très bon là-dessus, c'est Castelnau, quelqu'un qui est très bon, qui est Castelnau, qui habite à côté à Mossane. Hein, il est très bon là-dessus. Mais je vais vous dire, lui, il pense qu'il faut renvoyer plein de juges, quoi. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire là-dessus, parce que ce n'est pas ma spécialité. Ce qui est clair, c'est que déjà, s'il y a une loi qui est claire, et qui est une loi française patriote, bah déjà, ils seront obligés de l'appliquer. Première chose. Deuxièmement, le Conseil constitue, il faudra probablement les virer, parce que quand vous avez Juppé, Sarkozy, Hollande et toute la clique, c'est pas possible. Donc il va falloir faire un référendum pour virer le Conseil constitutionnel et mettre d'autres gens, des gens qui disent le droit d'une autre manière. Il faut déjà arrêter de trancher sur les blocs de constitution, enfin un truc où il y a 90 pages de constitution, parce qu'on rajoute le droit de l'homme, enfin des textes divers et variés sur les droits de l'homme, l'environnement, etc. On juge sur le bloc de constitution, sur le texte, les 90 articles, c'est... Parce que sinon, ça permet aux juges de faire n'importe quoi. Et puis derrière, il faut être très clair, quoi. Je veux dire, il faudra avoir aussi remettre les juges au pas, quoi. Très clairement, pour qu'ils jugent selon la loi. Et pas selon. De Castelnau, lui, il veut sortir. En fait, c'est ça le problème, c'est l'état de droit. C'est sûr, de toute façon, c'est toujours le problème. Hein. Ça a toujours été le problème à travers l'histoire. Les juges de robe, la noblesse de robe, essayer de prendre le pouvoir sur l'aristocratie guerrière réelle. Et c'est toujours le même problématique, quoi. Mais effectivement, il faut. Mais il n'y a pas de souci réel pour le faire. Hein. Et il faut mettre des textes d'application, pareil pour les peines de prison, le exil judiciaire n'est pas possible. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un article génial de Pierre de Sèvres de l'Institut de la Justice et de Béatrice Brugère sur Atlantico, qui est gratuit, qui parle du problème du laxisme judiciaire, c'est quoi, pourquoi, etc. Donc super article. Vous nommez des gens comme ça, je vais vous dire, vous avez des gens comme ça dans les gouvernements, vous en sortez. Pierre, il fait un super boulot là, donc Sèvres, l'Institut pour la Justice, il a montré comment le Salvador était gangréné par des gangs qui terrorisaient la population et comment le président a tout repris en main et a arrêté complètement la criminalité. Après, c'était sévère. Ça a duré 1 an, il avait 90% de la population, voire 95% avec lui. En 1 an, ils ont réglé la criminalité. Il y a aussi le livre que Castelnau a écrit sur l'affaire Fillon, justement, où il parle justement du problème des juges en France. Oui. Vraiment excellent aussi. Bien sûr, bien sûr. Et passer de l'euro au franc, si on fait le Frexit, truc le plus simple qui existe. Ils n'ont pas une baisse de pouvoir d'achat. Aucunement. C'est ce que dit Zemmour, par exemple. Ouais, parce que Zemmour, il ne connaît pas les problèmes là-dessus. Donc, du coup,
En fait, comme il veut dire qu'il faut rester dans l'Union européenne, il trouve des trucs contre la France maintenant. Ce qui est d'ailleurs complètement mauvais pour lui, parce que normalement il est patriote français, et donc il s'éloigne de la logique du patriotisme. Comme vous faites l'économie, vous devez... Exactement. Alors je vais vous dire, déjà Václav Havel l'a dit, il avait dit à Marine Le Pen, il lui avait dit, écoute, il n'y a rien de plus simple que de sortir d'une monnaie. Moi ça m'a pris 2 semaines pour la Tchécoslovaquie. Il devrait être beaucoup plus compliqué. Ils avaient un pays depuis 40 ans ensemble avec la même dette. Ils ont scindé en 2 pays avec 2 dettes différentes, 2 monnaies différentes. 15 jours. Il a dit hyper simple. Moi j'en suis convaincu, je le sais, c'est hyper simple. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? Vous préparez les lois, vous envoyez les textes de loi, enfin déjà il faut le faire, vous ne le faites pas par la loi, vous allez le faire par une procédure spéciale pour que ça aille très vite et qu'il n'y ait pas des juges, des discussions au Parlement. Donc une fois que vous avez décidé, le vendredi vous fermez les banques. Vendredi soir, vous dites vous n'ouvrez pas le samedi. Il y aura 2 jours sans banque. Vous dites 1 euro égale 1 franc. Déjà, comme ça, personne n'est perdu dans les prix. Rien ne bougera. Votre café que vous payez 1,20 € au bar, ben, ça sera toujours 1,20 €. Le loyer, rien ne bougera. Et vous avez tous vos repères de prix qui ne changent pas, parce que ça sera un problème. 1 euro égale 1 franc. Et puis, le lundi, en fait, toutes les banques ont changé les comptes. Elles ont mis, au lieu que vous ayez 2000 francs sur votre compte à vue, eh ben, vous avez 2000 €, vous avez 2000 francs. Au lieu de payer 500 € de loyer, vous payez 500 francs. Vous aviez 20 000 € de dette, c'est 20 000 francs. L'État, pareil, il n'y a rien qui bouge. C'est la Lex Monetae qui le permet. C'est comme ça qu'on change de monnaie. Et tous les pays qui ont changé de monnaie, c'est aucun problème. Par contre, ce qu'ils jouent, c'est que comme vous ne comprenez pas, la monnaie, ça fait peur, etc. Puis très peu de gens, eux-mêmes, les politiques, ne maîtrisent pas la monnaie. Donc, à ce moment-là, ils jouent sur la panique, ils font peur. Sarkozy avait dit la dette publique sera triple, je me rappelle, en 2011 si on sort de l'euro. Pas du tout. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé quand on est passé à l'euro, ça ne bougera pas quand on en sortira. Aucun problème. Je veux dire, il y a plein de pays dans le monde qui sont 3 millions de... Moi, ma compagne a bossé à Madagascar, je veux dire. Ils sont hyper pauvres, vous voyez, ils produisent quasiment rien, mais ils ont une monnaie, ils ont un taux de change, ils ont des échanges commerciaux, aucun problème. Alors si la France, 6e puissance ou 7e puissance mondiale, avec tout ça, elle ne peut pas le faire, je vais vous dire, non, il n'y a aucun sujet, hein. Il n'y a aucun problème dessus. Est-ce qu'il va falloir d'évaluer? Pas forcément maintenant. C'est même plus le sujet, quoi, je pense. Parce qu'en fait, l'Allemagne est hyper faible. Je veux dire, par contre, ceux qui sont en train de plonger, au début, à cause de l'euro, ça a été l'Italie, la France, l'Espagne. Tout le monde a plongé. La Grèce, n'en parlons pas. Ça n'a pas été plongeon. Ça a été voulu, là. Ouais. Pour vous dire, la Grèce, pour vous donner l'état des choses, c'est-à-dire que les consommations dans les supermarchés, les ventes de détail, elles sont divisées par 2, en fait. Quand il y a eu les problèmes en 2011, et c'est jamais vraiment remonté. Divisé par 2, quoi. Donc les gens achetaient 2 fois moins, avaient 2 fois moins de pouvoir d'achat. Parce qu'ils ont été détruits par la Troïka. Donc non, c'est pas. Donc ça a été détruit, donc les productions du Sud, maintenant c'est l'Allemagne qui est détruite. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est le pays qui n'a pas de croissance depuis 2017. Le PIB n'a pas bougé. 0,1% par an de croissance. Pas de croissance. L'industrie, moins 15%, c'est celle qui baisse le plus vite en Europe. Voilà. Et ça a commencé avant les problèmes d'énergie chère, hein. Ça a commencé dès 2017, ça continue avec l'énergie chère. Et en plus, comme la Commission européenne est complètement débile, de toute façon ces gens sont idéologues et débiles, et en fait on se rend compte que l'automobile et les Chinois, si on ne met pas des droits de douane comme on l'avait fait avec les Japonais, ils vont tout laminer. Ils vont laminer l'industrie allemande, donc qui est la base, le cœur de la prospérité de l'industrie, française ou allemande d'ailleurs, parce que derrière il y a tous les sous-traitants, les fonderies, il y a tout le plastique, donc il y a tout le tissu qui risque de se défaire. Et donc la Chine est vraiment un danger majeur. Donc le danger, c'est d'y rester et de continuer à couler. Si on sort, on met le coup de pied, on commence à remonter. Il y aura la confiance qui revient dans la structure. Et tant qu'on continue à délocaliser, on ne peut pas s'en sortir. Pardon? Tant qu'on continue à délocaliser, on ne peut pas s'en sortir. Ah bah non. Aujourd'hui, on prend aussi l'Angleterre, un pays qui a commencé par le cycle depuis 40 ans. Ça s'est accéléré avec la période du Thatcher. Et puis même aujourd'hui avec le Brexit, ils n'ont fait encore aucune mesure pour réindustrialiser le pays. Vous les connaissez très bien, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, la France, les États-Unis et l'Angleterre ont exactement les mêmes courbes de production industrielle, c'est au même niveau, quoi. Mais ils n'ont rien fait là-dessus. De toute façon, si on ne produit rien, ben, on ne sert plus à rien au reste de la planète. Hein. Si on fait que consommer les choses du reste de la planète, on est des parasites. Et c'est comme ça qu'on commence à être perçu un peu. Donc il faut qu'on reproduise sur place et c'est pas un problème, quoi. C'est bien de parler de Brexit, mais on y arrive comment, Brexit? Vous croyez qu'ils vont laisser quelqu'un s'installer? On voit bien qu'en parole ont les souverainistes, Asselineau, Philippot, Charles-Henri Gallois et les autres. Comment on va faire comprendre à 60 millions de Français que c'est la solution? Alors les Français, on est dans un truc super tordu. C'est-à-dire, je pense que, c'est que déjà, on a 30 ou 40% de gens qui veulent faire le Frexit, au moins 30%.
Et si on pose la question de l'Union européenne référendum, on sera à 60-65. Ça, c'est pas un sujet. Le problème qu'on a, c'est vrai qu'on a un système médiatique, déjà énorme faute des souverainistes, hein, désolé, du consouverainisme. Moi, je suis très malheureux, ça fait 5 ans que je me bats pour qu'on ait une alliance. Donc, il y en a une alliance. On a les mêmes idées, souverainistes, gaullistes, donc un chou d'après, on est d'accord, pas d'alliance. Donc, déjà, quand les scores sont petits, bah, ils sont divisés. Et en plus, comme ils sont divisés, bah, après, les gens votent plus pour vous. Parce qu'en fait, on était les souverainistes, même aux européennes alors déjà en 2017, Marine Le Pen était souverainiste, c'était référendum sur l'UE, même Mélenchon, c'était plan A, plan B. Donc si vous sommez tous les souverainistes, c'était 49% en 2017. Aux européennes de 2019, c'était 9%. C'était encore haut. Ils ont raté parce qu'ils n'ont pas voulu s'allier. Là, on est à 3%, a priori. C'est complètement dingue, parce que, et c'est un truc, alors moi j'ai fait une conférence par exemple, j'ai des gens qui sont très identitaires, Academia Christi, ceux qui ont failli être dissous, qui sont en procédure de dissolution. Mais en fait, j'ai parlé de souveraineté, et tous les jeunes, même les jeunes de Zemmour, ils me disent, mais oui, on en est d'accord. En fait, Zemmour nous raconte des bêtises, il faut sortir de l'UE pour l'immigration. Les jeunes de Zemmour. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il faut s'allier là-dessus. Il faut, en fait, si on s'allie, le problème des médias, il sautera. Vous voyez, les indignés espagnols, par exemple, qui était un mouvement qui est passé, voilà, c'était pas génial, mais au moins ils voulaient sortir de la crise européenne, mais ils ne voulaient pas être souverains. C'était un mouvement de gauche, ils ne voulaient pas être souverains, donc c'était pas sérieux. Et ils sont montés à 15 ou 18% de l'électorat espagnol dans l'espace de 1 an. Ça ira très vite. Ça ira très vite, mais il faut avoir un truc sérieux. Et c'est sûr qu'on a une caste contre nous, avec ces médias, ces politiques, et je pense que le bouchon a vite sauté. Après, on verra de quel côté ça retournera. Si on est capable de s'allier, ça marchera, et s'allier vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il faut une union politique, il faut arrêter les alliances électorales de circonstances. Parce que l'alliance électorale de circonstances pour la présidentielle, c'est un pis-aller, on n'avait pas le temps. C'est très bien, et moi j'y ai participé, j'étais un des grands acteurs pour que ça se passe. Le premier à bouger les choses, et on y est arrivé. Mais là, c'est une alliance électorale, je ne suis même pas sûr que ça marchera, je vous le dis. Hein. Je pense que l'union politique, c'est ça qui marchera. Que tout le monde soit dans le même parti. Et on appellera, on verra ce qu'ils diront, les gens Frédéric Poisson qui sont des gens bien, et tous les gens à venir. Et là, on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Mais pour le moment, on est dans un processus où les gens sont résignés. Enfin, ouais, c'est désespérant, donc les gens se résignent, donc c'est un processus négatif. On est encore en longueur de temps, et les Français, qu'est-ce qu'ils attendent, les Français Bien sûr. Mais on va défiler Oui. longtemps avec. Ah ouais, mais il faudrait peut-être aussi qu'en haut, on s'organise. Vous voyez ? Parce que là, les Français en vaut le boulot. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Vous voyez, je me suis pensé au paradoxe suivant. Les Français sont hyper moroses et résignés, ça c'est clair, en moyenne. Hein. C'est une mauvaise ambiance. Pourtant, le RN va faire 31% contre 18%, il paraît, aux élections européennes. En fait, les gens, ils devraient être super contents. Parce que le RN, là, ils vont faire, s'ils font 31%, ça veut dire que pour eux, elle gagne après, quoi. Vous voyez ? Et, ouais, ça montre bien qu'en fait, les Français n'y croient pas. Même ceux qui votent pour eux n'y croient pas, parce que sinon, les 31% qui votent pour eux, s'ils y croyaient vraiment au fond d'eux-mêmes, ils seraient ravis. Vous voyez ? Donc, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, vous vouliez parler Non, le véritable problème, c'est Yalta.